Salut maman. Salut, ça va? C'était au boulot? Oui, super. Et toi à l'école? Ça a été, les élèves ont été C'était top cool avec aujourd'hui. toi? Tu veux un café? Oh ben oui, pourquoi pas. Ouais. C'est toujours un bonheur pour Corentin de recevoir Patricia, une femme qui a changé sa vie et celle de sa petite sœur Coralie. Patricia les a accueillis. Ils avaient 6 et 3 ans. Mais il était un peu stressé quand même. Hein, t'étais un peu stressé. Hein. Oh ouais, moi j'étais Il était hyper content, ça oui, parce que pour nous c'était la fête, hein, aussi bien pour eux que pour nous. On voyait qu'il était heureux, c'était vraiment pour lui... Mais c'était un changement radical. Hein. Un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ. Avant d'arriver chez Patricia, Corentin et sa sœur ont vécu l'enfer. Une mère alcoolique, des parents violents. C'était des cris et des pleurs à longueur de journée. Les enfants vivaient dans la peur. La justice avait vite compris, il y avait visiblement un gros problème avec ces deux parents qui avaient perdu leur responsabilité, qui étaient tous les deux irresponsables et qui mettaient finalement en danger leurs propres enfants. Alors je me rappelle de ce jour-là en particulier où on est venu nous chercher. Et il y avait deux policiers qui se tenaient là devant la porte et qui attendaient. Et donc visiblement ma mère avait l'air d'avoir compris. On a fait quelques sacs avec des affaires que j'avais assez rapidement et on a dû suivre ces policiers. Et on m'a mis ensuite dans une voiture où ma petite sœur Coralie était déjà là. Et cette voiture en fait nous a conduits après au centre, donc au Colombier, ça s'appelait comme ça à l'époque, une institution où on devait rester pour la suite. Corentin et sa sœur resteront 2 ans dans cette institution. Les relations avec leurs parents biologiques ne s'amélioreront jamais. Ils finiront par disparaître de leur vie. C'est finalement chez Patricia que les 2 jeunes enfants trouveront un nouveau foyer avec de la douceur et de la sécurité. On arrive dans un tout nouvel environnement de nouveau, une vraie maison ici, avec des vrais parents, j'ai envie de dire, qui sont là pour veiller sur nous et surtout pour nous aimer. Et des parents qui avaient aussi donc 3 grands-enfants, mes frères et sœurs, qui étaient donc beaucoup plus grands que nous. Et donc on arrive dans une maison où il y a déjà tout un climat chaleureux qui nous attendait et qui nous attendait visiblement pour de longues années. Si cette famille d'accueil n'avait pas été présente pour nous, je n'ose même pas imaginer ce que j'aurais pu avoir comme vie et ce que Coralie aurait pu elle aussi avoir. Et aujourd'hui, je le conçois vraiment bien. Je sais aujourd'hui que si je suis heureux et si ma vie future va être probablement une réussite, ce sera sûrement grâce à eux. En Fédération Wallonie-Bruxelles, 40 000 jeunes sont pris en charge par les services d'aide à la jeunesse. Des services qui permettent à des milliers d'enfants d'échapper à un milieu familial toxique. Mais vous le verrez, le secteur manque de moyens et les dérives existent. Certaines situations font froid dans le dos. Ces services sont là pour nous aider. Ils sont pas là pour faire ça et ce que j'ai vu là est l'horreur. C'était que le début de l'horreur. Nous avons mené l'enquête pendant de nombreux mois et avons découvert que des enfants sont placés parfois sans raison pendant des années. Je me dis tout le temps, ouais, pourquoi on m'a fait ça, j'ai rien fait. J'avais toute ma vie devant moi et on m'a tué toute mon enfance, quoi. Nous avons recueilli des témoignages accablants. Ceux de parents qui ont perdu tout espoir de retrouver une vie normale. On est broyé par un système. Faut quand même se rendre compte de la démarche d'arriver, de demander de l'aide. Et tout se retourne contre vous, en fait. Vous comprenez pas ce qui se passe. C'est d'une violence terrible. Et ceux d'enfants qui ne bénéficient d'aucune protection et qui sont aujourd'hui maltraités. Mais c'est quelque chose qui m'énerve parce qu'on leur a dit tout ça. Et ils sont plus du côté de mon papa parce qu'ils veulent pas assumer la vérité, qu'ils se sont trompés pendant il y a très très longtemps. Nous vous emmenons dans un secteur en souffrance, maltraité et parfois maltraitant. Notre enquête commence au cœur de Bruxelles, au service d'aide à la jeunesse. Dans le milieu, on l'appelle communément le SAJ. Il aide les enfants et les jeunes qui sont en difficulté ou en danger. Ce jour-là, la conseillère reçoit un jeune couple. Leur enfant leur a été retiré pour être protégé.
Nous, ce qu'on a compris de la situation de votre petit bonhomme, par rapport à ce que vous nous avez dit de vos difficultés, de tout ce que vous aviez déjà, vous, mis en place pour permettre le retour de votre petit bonhomme à la maison, puisque malheureusement, suite à l'intervention de la police, aujourd'hui, il est à l'hôpital. Mais on est là pour faire en sorte que ça ne soit plus qu'un mauvais souvenir dans très peu de temps. Alors, ce matin, on en a discuté. On était en présence de l'équipe SOS et puis en présence de l'avocat de votre petit chou. Ce dont on a parlé, c'est la proposition d'un service d'accompagnement éducatif. Alors, on vous a dit aussi que madame passerait à la maison, voir si tout est OK. Notre but, c'est pas de contrôler, mais comme on a parlé des petits soucis de sécurité et que vous avez fait le nécessaire, c'est de nous assurer que vraiment, au niveau de la sécurité de l'appartement, tout est nickel. Quand tout ça est mis en place, et ça ne devrait pas prendre longtemps, puisque le service, on l'a, et donc il faut juste qu'on prévoie une nouvelle date de rencontre avec eux, donc c'est une question de jours. Eh bien, petit bonhomme rentre à la maison. Ça va faire le plus grand bien à tout le monde, je pense. Minigno sera à la maison. Et ça, c'est la proposition que l'on fera. Et si tout va bien, c'est le début de notre collaboration active. Nickel. C'est ce qu'on appelle l'aide consentie, négociée, volontaire, comme on veut. En tout cas, c'est une aide qui est pensée dans la collaboration avec les parents. C'est un vrai partenariat, un engagement mutuel entre le conseiller et les parents au service de l'enfant, toujours. Donc, on va faire en fonction des besoins de l'enfant, des compétences des parents, des ressources qu'on va trouver dans le milieu familial. Et nous, on va venir compléter avec une aide professionnelle qui pourra, on l'espère, permettre aux parents de répondre le mieux possible aux besoins de leur enfant. Le SAJ propose donc aux parents différentes mesures, comme un accompagnement en famille, une école de devoirs ou une aide ménagère. C'est ce qu'on appelle l'aide volontaire. Mais parfois, les parents ou le jeune refusent cette aide. Dans ce cas, et si le service d'aide à la jeunesse estime qu'il y a danger, il peut demander l'intervention du SPJ. C'est le service de protection de la jeunesse. Le dossier est alors pris en charge par le monde judiciaire et l'aide devient alors contrainte. Ces services de l'aide à la jeunesse gèrent des centaines de situations complexes et il leur manque des moyens et des solutions. Difficile par exemple de trouver une place refuge pour des mamans avec un bébé. Il faudra penser aussi alors à appeler chaque matin les services résidentiels d'urgence si on n'a pas de perspective donc dans une pouponnière. C'est vrai que pour madame, c'est pas facile non plus parce que elle se questionne autour de combien de temps il va falloir avant que finalement on me prenne en charge dans une unité mère-bébé. Déjà ça, moi je sais pas lui apporter de réponse claire. Il y a aussi la question de finalement dans 15 jours où va aller ma fille. Elle est effectivement sur toutes les listes d'attente des pouponnières et des institutions donc plus stables, en tout cas à plus long terme. Okay. Donc mettre toutes tes propositions comme ça dans le rapport d'investigation et on verra ce qui sera dit en formalisation avec la conseillère. Parfait. Bien sûr, on est en difficulté, bien sûr que c'est un métier difficile, bien sûr qu'on est fatigué parfois. Et bien sûr qu'il y a des gens qui craquent, oui. Je pense que la difficulté de notre métier, c'est deux aspects. C'est que je pense que tous les métiers du social sont des métiers difficiles. La charge émotionnelle, c'est rencontrer des enfants en détresse, des familles démunies, des personnes fragiles. Donc ça, c'est compliqué. Bernard DeVos a été délégué général aux droits de l'enfant pendant 15 ans. Il a été témoin des difficultés du secteur. C'est un secteur qui est en souffrance. Un secteur qui est en souffrance parce qu'il est mal financé, il est mal reconnu, il n'a pas les moyens, entre guillemets, de sa politique, et il est confronté à une série de difficultés qui concernent les enfants et les jeunes en général. On ne va pas nier le fait que notre école est quand même en souffrance aussi, pour d'autres raisons peut-être, qu'il y a une évolution au sein des familles qui est fulgurante au cours des 30 dernières années, qui oblige les parents à changer leur mode d'exercice de l'autorité. Donc ça fait un contexte difficile. Rien qu'à Bruxelles, plus de 500 enfants sont aujourd'hui en attente d'une place en institution ou en famille d'accueil. Des enfants issus pour la grande majorité de milieux défavorisés, avec des parents qui vivent avec des revenus de remplacement. Le placement se justifie généralement par la toxicomanie ou l'alcoolisme d'un des parents, par des limites intellectuelles ou une maladie mentale, ou par des actes de négligence ou de maltraitance. Mais faute de place disponible, certains enfants maltraités doivent rester chez eux. Au contraire, vous allez le voir,
des enfants sont placés alors que d'autres solutions étaient sans doute envisageables. Nathalie sera notre premier témoin. La première à nous raconter son histoire, ses problèmes de logement et de santé. Sa vie de maman a basculé il y a 4 ans après la prise inappropriée d'un médicament. J'ai commencé à prendre du Rivotril en 2009. C'est un médicament qui se prend pendant 6 semaines avec un suivi médical et qui est fait pour les personnes qui sont épileptiques. Et moi, je ne suis ni épileptique, donc le médecin m'a prescrit ce médicament. Et un soir, j'ai pris ma voiture et mon fils dormait. Je suis partie en pleine nuit avec ma voiture et j'ai eu un accident. Apparemment, le médicament m'a fait perdre toute notion de réalité. Et à ce moment-là, j'ai eu un moment de lucidité en disant que mon fils était à la maison. Et après ça, plus rien. Et suite à ça, mon fils a été placé. Nathanaël avait alors 7 ans. Après avoir vécu en famille d'accueil, il a été placé dans une institution. Sa maman lui téléphone régulièrement. Allô, oui, bonjour, c'est la maman de Nathanaël. Est-ce que je pourrais parler à Nathanaël, s'il vous plaît? Attendez, je vais vous le chercher. Merci. Coucou maman. Coucou mon cœur, tu vas bien? Oui. Tu fais quoi de beau? J'ai caressé une poule pendant hyper longtemps. Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle s'appelle. Tu me manques. Oui, je t'aime. Ah, moi aussi, je t'aime. Bisous. Nathalie reconnaît qu'elle a eu besoin d'aide. Mais après l'arrêt du médicament, elle a vite retrouvé un logement et une stabilité. Alors, 3 ans et demi plus tard, elle ne comprend pas pourquoi elle est toujours séparée de son fils. Une situation qui va à l'encontre du décret qui organise l'aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon ce code, le placement doit être le plus court possible. Évaluation régulière de la possibilité d'un retour en famille afin de réduire autant que possible la durée de l'éloignement. Rachid Madran est à l'origine de ce texte qui a réformé le secteur. Il était alors ministre en charge de l'aide à la jeunesse. La philosophie générale du décret, c'était quoi? 1. Redonner les lettres de noblesse à la prévention. Déjudiciariser et accorder un rôle plus important aux familles, c'est-à-dire à l'enfant, aux jeunes et à sa famille dans les décisions qu'on prend et essayer de les associer le plus. C'est ça l'objectif de l'aide à la jeunesse. Ce n'est pas de sortir des enfants de la famille pour les placer dans des institutions. L'objectif, c'est vraiment d'apporter une solution à une situation critique à un moment donné pour permettre à l'enfant, à un moment donné, d'être mieux dans sa vie quotidienne. Mais la réalité est souvent bien différente. Selon une étude de l'Université de Liège, moins d'1% des enfants placés sur du moyen ou du long terme seraient réellement dans un projet de retour en famille. Et comme vous allez le voir, cette absence de perspective peut être source de souffrance, voire de colère. Pour s'en rendre compte, nous allons vous raconter l'histoire d'Alexandre, un jeune garçon placé pendant 6 ans en institution. Très bon élève, bien dans ses baskets, Alexandre a vécu jusqu'à ses 10 ans avec ses parents en garde partagée, tantôt chez son père, tantôt chez sa mère. Une mère qui souffre de lourds problèmes physiques et psychologiques qui nécessitent rapidement une intervention des services d'aide à la jeunesse. En 2010, des mesures sont décidées sans être concrètement mises en place. Puis, survient le 28 avril 2016. Ce jour-là, Alexandre est chez sa mère. Il se plaint d'un mal de tête. Pensant lui donner un antidouleur, elle lui fait avaler 2 pilules d'anxiolytiques. Sa mère réalise son erreur, panique et appelle les secours. La police débarque à son domicile et même si la prise des cachets n'était pas dangereuse, la mère est arrêtée pour tentative d'empoisonnement. Le père d'Alexandre était absent au moment des faits. Il aurait pu s'occuper de son fils, et pourtant, l'enfant a été placé.
Donc le 31 août, il a été confié au SPJ qui l'a mis dans un institut du juge au fin fond de la Wallonie. Et donc, nous avons été littéralement mis dehors de toute espèce de lien possible avec notre fils. On n'avait que le droit de lui téléphoner au début 10 minutes par semaine. Et donc, on n'a pas eu de contact physique direct avant toute fin d'année, début de l'année d'après, début 2017. Pour Investigation, nous avons rencontré Alexandre. Il a aujourd'hui 17 ans et exprime pour la première fois son sentiment d'injustice. Parce que je me dis tout le temps, ouais, pourquoi on m'a fait ça, j'ai rien fait. J'avais toute ma vie devant moi et on m'a tué toute mon enfance, quoi. Donc, tout ça, pour ça. 2 pilules. Le plus bas des diazépines, le plus inoffensif. Tout ça pour ça. Celle que nous appellerons Sarah connaît cette histoire. Elle travaille dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles. Selon elle, le placement n'était pas nécessaire. En l'occurrence, dans cette situation-là, à mes yeux, le papa n'était même pas présent. Il y avait, si je me rappelle, un jugement du tribunal de la famille avec un hébergement principal pour monsieur. Je pense qu'on aurait pu, après avoir calmé tous les esprits, remettre cet enfant à son papa. Bah ouais, on aurait dû mettre à mon père. Enfin, on aurait dû me remettre chez mon père. On calme les choses, on me met chez mon père, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, et point final, c'est tout. Il était même pas là au moment des faits. Donc, parce que mon père a rien à voir là-dedans. Récupérer la garde de son fils devient alors le combat de sa vie. Mais plus le père multiplie les recours, plus il est éloigné de son enfant. Voilà, vous avez ici 40 000 pages de recherche, de jugement, de préparation, 40 000 pages. Ça vous a pris combien de temps pour... Voilà. 6 ans de recherche, full-time pendant plusieurs années, pour en arriver là et ne toujours pas avoir obtenu son bon droit. Et financièrement aussi, j'imagine. Alors financièrement, nous avons dû nous endetter pour financer. Toute cette procédure et 6 ans de lutte acharnée pour nos droits a coûté 140 000 €. C'est un budget inaccessible à la quasi-totalité, on va dire à 99% des ménages. Et donc, je voudrais vraiment dire que l'exercice que nous avons fait est un exercice, même à ce prix-là, qui n'a pas permis d'obtenir droit. Pendant ce temps, et comparativement aux autres enfants qui l'entourent, Alexandre ne comprend pas ce qu'il fait dans une institution. Mes parents sont des gens bien, ils n'ont pas de problème financier, ils n'ont jamais touché à la drogue, ils m'ont jamais frappé, ils m'ont jamais violé, ils m'ont jamais séquestré, ils ont toujours été bienveillants envers moi, ils m'ont transmis une super bonne éducation. Et tandis que les autres, là, leurs parents, ils étaient pauvres, ou ils touchaient à la drogue, ou ils avaient été maltraitants, ou ils les avaient abandonnés. Donc, elle est là la différence. Mes parents n'avaient rien à voir avec les parents de là-bas. Marc Goldsberg a été pendant 30 ans expert psychiatre auprès des tribunaux. Il a au cours de sa carrière été plusieurs fois témoin de décisions de placement discutables, voire inadéquates. Il m'est arrivé de voir des cas dont celui-ci est assez représentatif, où il me semble qu'on a fait tout un cinéma, je dirais, autour d'un non-événement, d'un accident. Et j'en ai vu de nombreux comme ça, où quand la justice tient son os à ronger, elle ne lâche pas, sans se rendre compte des dégâts qu'ils font. Nous avons rencontré plusieurs personnes qui remettent en cause la manière dont la justice a traité cette affaire. Ainsi, en 2010, une magistrate du parquet a été désignée pour agir dans le dossier de cette famille. 6 ans plus tard, devenue entre-temps juge de la jeunesse, c'est elle aussi qui décidera du placement d'Alexandre. La juge qui a pris le dossier en 2016 était en fait, en 2010, substitut du procureur du roi. Et donc cette juge ne pouvait pas juger parce que les juges est partie. Eh bien, elle a jugé 8 fois. 7 fois. Cette même juge est également intervenue dans l'instruction qui aboutira à la condamnation de la mère pour empoisonnement, sans intention de donner la mort.
Alors qu'elle doit être indépendante, elle a transmis au parquet des éléments du dossier protectionnel. C'est interdit par la loi. Par ailleurs, sur demande du SPJ, le père et la mère ont perdu leurs droits parentaux. Une mesure extrême appliquée en principe dans des cas d'abus d'autorité, de viol, d'abandon ou de séquestration d'enfants. Ici, elle vise à empêcher les recours contre les décisions de placement. Or, pouvoir contester un jugement est un droit fondamental. Il y a un dernier élément troublant. C'est l'absence d'un travail avec les parents pour favoriser le retour d'Alexandre dans sa famille. C'est une étape essentielle lors d'un placement. Comme va nous l'expliquer cet avocat spécialisé en droit de l'enfant, c'est ce qu'on appelle la double mesure. La double mesure, c'est à la fois une mesure d'aide à l'enfance, de protection de l'enfant en danger, mais c'est à la fois aussi une mesure d'accompagnement. Lorsqu'un enfant est placé en institution, on devrait immédiatement travailler avec les parents dans la perspective, je dis bien dans la perspective, c'est pas toujours possible, mais ça reste quand même la finalité du retour en famille, ou en tout cas de maintenir le lien avec la famille d'origine, la famille de naissance. C'est en tout cas ce que prévoit la législation. Mais dans les faits, et pour des raisons surtout budgétaires, cette double mesure semble rarement une priorité. Ce principe de soutenir les familles, ce sont des obligations qui découlent aussi, qui procèdent des conventions internationales. Mais il ne faut pas être naïf. D'une part, ces services sont déjà surchargés, manquent de moyens. Par ailleurs, ces services ne disposent pas d'équipes spécialisées. Bon, il faut le reconnaître. Eh bien, cette double mesure n'est pas appliquée par une politique budgétaire. C'est une politique budgétaire enfin, elles ne sont pas, en tout cas, encouragées par une politique budgétaire puisqu'elles ne sont pas subventionnées. Retour à Dinan, dans la maison de Nathalie. Une maman qui désormais décompte les jours, car après 3 ans et demi de placement, son fils Nathanaël sera bientôt définitivement de retour. Ben voilà la chambre. Voilà, ici. Mais elle n'a pas tant changé que ça, sa chambre. Elle est restée plus ou moins la même, sauf il a évolué, hein, donc il aime bien les nouvelles choses. En tout cas, là, sa chambre l'attend. Oui, sa chambre l'attend et tout le monde l'attend aussi. Moi, je l'attends impatiemment, donc voilà. Comme c'est le cas pour Alexandre, le dossier de Nathanaël a été géré par le service de protection de la jeunesse de Nivelles. Et ici aussi, la communication a été difficile avec les personnes qui traitaient le dossier. Le SPJ Nivelles a interrompu les rencontres du jour au lendemain. Je l'ai vu 5-6 fois en espace rencontre et ils ont stoppé l'espace rencontre aussi du jour au lendemain. Et là, je n'ai plus vu Nathanaël pendant 6 mois en fait. Donc en prétextant que je donnais des informations à mon fils qu'il ne savait pas gérer. Merci. Nathalie a enregistré tous les échanges qu'elle a eus avec son fils par écran interposé. Et écoutez bien, certains propos sont étonnants. Donc là, dans combien de doigts je veux retourner chez toi? Là, je sais pas. Quand j'aurai 18 ans. Ah, pas avant? Oui. Ah, qui t'a dit ça? Je peux, madame. A dit que tu reviendrais pas à la maison avant tes 18 ans. Oui, c'est. Ah. En entendant ces paroles, la maman se demande si le SPJ de Nivelles n'était pas déterminé à empêcher Nathanaël de rentrer chez lui. Un autre élément peut le laisser penser. Les services de protection de la jeunesse ont voulu inscrire le petit garçon dans une institution pour enfants psychotiques. Or, les médecins sont formels. Nathanaël ne souffre d'aucune maladie mentale. Au mois de mai, j'ai eu un mail de la déléguée qui avait une préadmission pour Nathanaël en SRJ. Donc c'est un service résidentiel jeunesse. Et en général, ce sont des enfants caractériels ou des enfants avec des troubles mentaux, en fait, on va dire, donc qui ont besoin d'un gros suivi médical. Et pourquoi avoir voulu le placer là, alors?
Ah ben justement, ce sont des questions que je me pose actuellement. Pourquoi vouloir placer un enfant qui n'a pas de problème de santé, enfin en tout cas d'ordre mental? Il faut savoir que ces enfants qui rentrent là-dedans, c'est des psychotropes, c'est une médication, et voilà. Donc non, j'ai eu peur. Le dossier sera finalement transféré de Nivelles vers un autre service de protection de la jeunesse. Et sa gestion sera toute différente. Je n'ai jamais eu aucun problème avec Namur, ni avec Dinan. Voilà. Donc, apparemment, il y a certains SPJ qui travaillent différemment. Nathanaël sera donc bientôt de retour. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps? Pourquoi la gestion de ce dossier et les relations ont-elles été si compliquées avec les services de Nivelles? Nous aurions voulu rencontrer les responsables, mais nos demandes ont été rejetées. La seule personne que nous avons pu rencontrer, c'est l'administratrice générale de l'aide à la jeunesse. Certains parents relèvent leur situation particulière et je ne nie pas ce qu'ils ressentent ou leurs difficultés. Par contre, nous sommes extrêmement vigilants et rigoureux par rapport à l'harmonisation des pratiques au niveau de chacune des divisions. Et donc, il n'y a pas de problème particulier, comme vous le dites, dans le service que vous citez, que ce soit dans l'arrondissement du Brabant wallon ou dans l'arrondissement liégeois. On aurait aimé pouvoir donner la parole aux intervenants des arrondissements de Liège et Nivelles, mais on n'a pas pu. Voilà, pour quelle raison? La raison évidente est la protection de l'intérêt de l'enfant. Donc, il n'y a aucun intérêt à ce qu'une situation particulière d'un enfant en particulier soit exposée et médiatisée. Et donc, nous, et comme toujours, j'ai envie de dire, à l'aide à la jeunesse, ce qui prime, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et c'est pas dans son intérêt de voir que l'intervenant qui le protège est soumis à des questions devant les médias concernant sa propre situation. Cette impossibilité d'évoquer des dossiers dont le traitement peut poser question ne surprend pas Serge Léonard. Il y a parfois une difficulté dans ces services d'intégrer la critique. Or, critiquer, déconstruire, c'est un avantage pour tout le monde. Un service doit pouvoir entendre que des parents puissent déconstruire, critiquer des modes d'application. Ce n'est pas en soi quelque chose de négatif. Et j'ai parfois, effectivement, l'impression que ces critiques, que ces déconstructions qui sont faites à l'égard des services sont trop souvent mal acceptées, alors que, c'est le principe même de la liberté d'expression. Nous venons de le voir, des enfants vivent parfois en institution alors que d'autres solutions existeraient. Dans le même temps, on a découvert que des enfants en danger sont obligés de rester dans un environnement violent. C'est un tournant dans notre enquête. Nous avons recueilli plusieurs témoignages, à commencer par celui de Delphine. Il y a 6 ans, elle a perdu la garde de sa fille. Là, on va dans son monde. C'était son petit monde à elle parce que c'était près de maman. Et elle n'aime plus le rose actuellement. C'est toujours rose, donc voilà, pareil. Elle choisira la couleur si elle revient. Donc ici, on est dans la petite pièce juste à côté de la chambre de... C'est la pièce de jeu. Et ceux-ci, ce sont des cadeaux que j'avais préparés pour ses 8 ans. Et la visite que je devais avoir avec elle a été annulée 2 heures avant, ce jour-là. Et voilà, ça l'attend. La fillette a aujourd'hui 11 ans et vit chez son père. Un éloignement qui révolte Delphine, qui pendant des années a vécu sous l'emprise d'un conjoint violent. Au moment de la séparation du couple en 2013, le père avait la garde de l'enfant un week-end sur 2. Et à croire Delphine, cela se passait mal. Très vite, elle a d'abord expliqué des faits de maltraitance et moi je m'en suis voulu au départ parce qu'elle était petite mais elle parlait très bien. Elle avait 2 ans et elle a d'abord mimé en fait des gestes de strangulation, des gestes de tirer par les cheveux. Elle revenait dans un état d'hygiène déplorable et puis sont arrivées des images, malheureusement une petite fille qui revenait avec des hématomes, avec des plaies, des choses
qui était quand même plus que suspecte, très souvent au niveau du visage, du pouls. Et là, à un moment donné, forcément, la première démarche, c'est vous allez voir le médecin pour voir d'abord si elle va bien. Et puis, c'est difficile. Au bout de X consultations, le médecin traitant me dit « Madame, maintenant on ne peut plus ne rien faire. C'est la énième fois où je vois qu'elle retourne chez son papa. » Delphine est inquiète. Elle consulte avec sa fille plusieurs médecins et dépose plusieurs plaintes contre son ex-conjoint, mais rien ne change. Face à l'absence de réaction, elle cherche de l'aide. J'ai essayé à gauche, à droite d'avoir des informations sur des cellules d'aide en fait. Si je voulais avoir en tout cas de l'aide, je devais absolument me rendre au SAJ. Je ne connaissais pas que de nom le SAJ. J'ai demandé conseil ensuite à mon avocate qui m'a dit allez-y. Je m'y suis rendu avec un document manuscrit du médecin traitant de et à ce moment-là, le dossier a été ouvert. C'est comme ça que j'ai approché ces services. Mais contre toute attente, cette demande d'aide va se retourner contre elle. Malgré les preuves matérielles contre le père, l'attention se focalise sur le conflit qui oppose les parents. Et en 2016, le service de protection de la jeunesse impose brusquement une mise en observation de la fillette à l'hôpital. J'arrive devant la classe de je frappe et là, elle me voit et elle me dit qu'est-ce qui se passe et là, je la prends, j'essaie de la rassurer mais c'était compliqué. Je lui dis que je vais devoir l'amener à l'hôpital mais que ça va aller et elle pleure, elle me supplie de ne pas l'emmener. Ça, c'est une image que je n'oublierai pas. C'est l'entendre hurler et je me dis toujours que j'aurais pas dû l'y emmener. Parce que ces services sont là pour nous aider. Ils sont pas là pour faire ça. Et ce que j'ai vu là est l'horreur. C'était que le début de l'horreur. Après cette hospitalisation, la fillette ne rentrera jamais chez sa maman. Elle sera placée en famille d'accueil, puis sera finalement confiée à la garde exclusive de son père, et ce malgré les preuves de maltraitance amenées par Delphine. Dans un rapport, Delphine découvre avec stupeur ce qu'on lui reproche. En 2018, un pédopsychiatre mandaté pour s'occuper de sa fille la déclare atteinte du syndrome de Munchausen par procuration. C'est la première fois dans notre enquête qu'on entend parler de ce syndrome. Un trouble selon lequel un parent, souvent une mère, blesserait volontairement son enfant pour pouvoir le soigner et ainsi attirer l'attention sur elle. C'est sur base de ce rapport que Delphine va être écartée de sa fille. Delphine est sous le choc et demande une contre-expertise à un psychiatre. Celui-ci balayera point par point le rapport du pédopsychiatre qui finira par reconnaître qu'il s'est trompé. Le professeur invalide donc lui-même son diagnostic en reconnaissant l'inexistence des critères A, falsification de signes, et C, comportement de tromperie. Pourtant, rien n'y fait. L'éloignement est maintenu. Pendant plusieurs années, Delphine n'a pu voir sa fille qu'1 heure par mois dans un espace dédié et sous surveillance. Les nombreuses démarches en justice pour récupérer la garde de sa fille ont échoué. Comme c'était le cas pour nos précédents témoins, plus Delphine s'acharnait, plus elle était éloignée de son enfant. Pendant notre enquête, plusieurs experts nous ont parlé du syndrome de Munchausen par procuration. Il reviendrait souvent dans les dossiers de violences conjugales gérés par l'aide à la jeunesse. Des spécialistes ont ainsi répertorié plus d'une centaine de cas de mères protectrices à laquelle l'enfant est retiré au profit de l'agresseur. La parole de l'enfant est totalement discréditée dans ce genre de dossier. La parole de la mère aussi. On va pathologiser la mère protectrice. On va dire qu'elle est atteinte du syndrome de Munchausen par procuration. On va dire qu'elle est aliénante. On va dire qu'elle est fusionnelle. J'ai vu aussi des diagnostics de type paranoïaque. On va vraiment pathologiser la mère. Et évidemment, bien souvent, dans ce genre de situation, l'agresseur va nier et va mobiliser tout ce discours de « elle est folle, elle invente des choses, ce n'est pas vrai ». Tous les agresseurs nient. Des experts ont associé ce trouble à un autre diagnostic, celui de l'aliénation parentale.
C'est tout un discours que moi je peux retrouver quand je lis des expertises, par exemple, qui sont rédigées par des experts nommés par les tribunaux de la famille. Donc dans ces expertises, on va retrouver parfois l'aliénation parentale citée de façon explicite, mais aussi tout le discours qui est, lui, plus implicite, à savoir Madame est fusionnelle, on ne croit pas Madame parce qu'elle amène des accusations de violence, on ne la croit pas, on ne prend pas la peine d'évaluer s'il y a violence ou pas. On ne va pas désigner de bons ou de mauvais parents parce qu'on ne veut pas mettre la faute sur quelqu'un, donc on va les rendre tous les deux responsables de la situation. Et alors, au nom de la coparentalité, on va les obliger à s'entendre. Ces diagnostics, nous les avons bien lus dans plusieurs dossiers que nous avons pu consulter. Mais les services de l'aide à la jeunesse n'en tiendraient pas compte dans leurs décisions. C'est en tout cas l'avis de leur administratrice générale. Alors j'ai entendu parler de ça puisque c'est un sujet polémique. Par contre, je tiens à confirmer et affirmer que ce n'est pas un motif de prise en charge au niveau de l'aide à la jeunesse. Donc il n'y a pas d'enfants qui sont pris en charge aujourd'hui au niveau de nos services pour des motifs d'aliénation parentale. Ce n'est pas un syndrome ou une... Il n'y a pas de définition scientifiquement étayée de l'aliénation parentale. Donc, ce n'est pas un prisme de lecture des situations. Nos travailleurs sont des professionnels et donc ils ne se basent pas sur des théories. Et si de telles situations devaient advenir, alors c'est vraiment important qu'elles reviennent et qu'on puisse identifier où ça se passe, qui a dit ça, parce que pour moi, ce n'est pas un motif de prise en charge au niveau de l'aide à la jeunesse. Notre dernier témoin, nous l'appellerons Julie. Elle aussi serait atteinte du syndrome de Munchausen par procuration. Julie est la garde de son petit garçon qui n'a pas encore 10 ans. On l'appellera Arthur. Lui aussi a subi des violences. Moi, j'ai pas du tout réalisé en fait. Donc j'avais un enfant qui revenait, qui avait toujours des soucis gastriques. Il se plaignait énormément d'avoir très 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 mal au ventre. Donc à quelques reprises, en fait, je l'ai emmené aux urgences pour voir ce qui se passait. L'urgentiste me dit « Ouh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait vraiment prendre rendez-vous avec un gastropédiatre. » Elle a posé des questions à mon fils en lui demandant comment ça se passait chez papa. Et il lui a dit, comme il disait à tout le monde, « J'aime pas aller chez papa, ça se passe pas bien. » Mais voilà, quoi. Elle a donc ausculté et une fois fini, en fait, elle a demandé à sa stagiaire de sortir avec mon fils. Et je me suis retrouvée seule avec elle, où elle me dit qu'elle a un gros souci parce que pour elle, mon fils est victime de violences sexuelles. Et je comprends pas en fait ce qu'elle me dit. Je réalise pas, je conçois même pas. La spécialiste l'oriente alors vers le service d'aide à la jeunesse de Liège. Malgré la gravité des accusations, aucune enquête ne sera réellement ouverte et le père pourra continuer à voir son fils sous surveillance. Mais un jour, il emmène Arthur seul en dehors du centre pendant quelques heures. Julie s'emporte. C'est vrai que j'ai eu une réaction à ce moment-là un peu vive parce que voilà, je comprenais pas pourquoi on passait dans une extrême où on peut même pas aller aux toilettes avec son papa. Et puis d'un coup, on me dit, voilà, ils sont tout seuls dans la nature. Et de là, j'ai été vraiment cataloguée, en fait. Comme quoi, je voulais juste nuire à monsieur, que c'est parce qu'il m'avait fait vivre des choses difficiles, que je voulais lui faire payer d'une certaine manière, que j'arrivais pas à gérer ma frustration, que... Pour le service de l'aide à la jeunesse, il s'agirait cette fois encore d'un cas d'aliénation parentale. La mère manipulerait son fils pour nuire à son ex-conjoint. La justice la menace d'une astreinte de 1 000 € s'il ne présente pas Arthur à son père. Les mois passent et la situation ne s'arrange pas. Bien au contraire. Le jeune garçon revient souvent de chez son père avec des sous-vêtements souillés. Il finira par raconter ce qui s'est passé. Ce soir-là, quand il est rentré, il voulait pas que je le mette en pyjama. Et il m'a expliqué ce qui lui est arrivé. Ce qui lui était déjà arrivé, mais ça s'était reproduit encore une fois.
Mais il avait eu fort mal cette fois-ci. C'est pour ça qu'il n'osait pas se changer. Il avait peur d'avoir encore mal en se changeant. J'ai sonné à mon médecin traitant, en fait, en urgence. Je ne savais pas à qui m'adresser. Et il m'a averti qu'il contactait l'hôpital. Et j'ai directement emmené aux urgences pédiatriques. L'hôpital orientera Arthur vers le centre de prévention des violences sexuelles. Le diagnostic confirmera que le garçon a été violé. Ils m'ont dit que je devais plus le remettre, que voilà, mon fils est en danger, que ce qu'il racontait là, il pouvait pas l'inventer, du haut de ses 5 ans. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé. Je l'ai pas donné à son papa pendant un petit temps. Malgré ces preuves accablantes, le service de protection de la jeunesse de Liège ne mettra en évidence que les difficultés de relation entre les parents. J'ai entendu pendant 1 heure, 1 heure et demie, que j'étais dans un conflit parental, que je m'acharnais sur monsieur. Alors que nous terminons l'interview de Julie, Arthur rentre de l'école. Il pose son cartable et insiste pour nous parler. Il a le sentiment que personne ne l'écoute. Le garçon s'assied derrière notre micro et nous raconte ce qu'il vit chez son père. Je me referme dès qu'il lève la main, quoi. Il lève la main? Il lève la main, il ferme le poing. Il montre tous des signes qui sont pas normaux à faire sur les enfants. Et en général, on s'attend bien à ce qui se passe en général quand ça fait ce genre de signes-là. Et qu'est-ce qui se passe alors? En général, ça se termine par une blessure grave ou pas grave. Comment ça, une blessure? Ça peut être dans le cœur, comme sur le corps, ça peut blesser. Et le problème, c'est que quelquefois, c'est compliqué à réparer. Mais est-ce qu'il te touche à des endroits qui sont un peu intimes? Oui. Et tout ce qui est des machines, etc., qui sont dans les parties un peu pas top, comme par exemple... Qu'est-ce que c'est? Un outil qui m'énerve parce que ça fait mal et c'est douloureux. Et je reviens toujours avec une trace. Et c'est où les traces? À l'intérieur des fesses. Et quand c'est ça qui se passe, comment est-ce que tu réagis, toi? Ton corps, il fait quoi? Il veut se mettre en boule parce qu'il est prêt à pleurer, quoi. Arthur ne se sent ni écouté, ni protégé. Quand je dis quelque chose, on me tient plus avec lui. Et ça commence à m'énerver à la fin. Donc tu es fâchée sur qui, là? Le plus? J'ai envie de dire mon père, mais après, c'est ça le problème en soi. Mais c'est quelque chose qui m'énerve parce que on leur a dit tout ça. Et ils sont plus du côté de mon papa parce qu'ils veulent pas assumer la vérité, qu'ils se sont trompés pendant il y a très très longtemps. Et donc ils essayent de faire n'importe quoi. Mais il y a des trucs, je suis pas débile non plus. Le service de protection de la jeunesse de Liège menace de placer Arthur si sa mère continue d'accuser son ex-conjoint. Pour éviter cet éloignement, Julie accepte une médiation et le dossier est clôturé. Nous aurions voulu poser des questions à ceux qui l'ont géré, mais cela nous a été interdit. Pourtant, le combat de Julie n'est pas terminé. Elle a porté plainte, contacté des associations et s'est également tournée vers le délégué général aux droits de l'enfant, Bernard DeVos. Ce dernier a entendu à plusieurs reprises des histoires dures, comme celle de Julie et Arthur.
Oui, j'ai pu constater à plusieurs reprises le fait que des mamans dénoncent des mesures injustes à leur égard. Elles sont mises à l'écart de l'éducation de leurs enfants. Elles estiment ça complètement injuste. Et à plusieurs reprises, j'ai pu effectivement avoir des doutes sur le fait que les magistrats qui prenaient les décisions étaient correctement informés de la situation. Les parents qui pensent que leurs droits n'ont pas été respectés peuvent introduire des recours devant les tribunaux. Encore faut-il en avoir la force ou en avoir les moyens. Les témoins que nous avons rencontrés se sont défendus, mais leurs démarches ont rarement abouti. C'est évident qu'au sein d'un secteur petit, il peut arriver qu'il y ait un esprit de corps, entre guillemets, qui puisse jouer en défaveur des familles. Je ne pense pas que c'est une généralité, mais je pense effectivement que ça peut exister. Et pour le reste, je pense qu'il faut reconnaître que certaines décisions des services de protection de la jeunesse, notamment sur l'application des jugements, ne me paraissent pas toujours adéquats, qu'ils sont parfois peu motivés, qu'ils ne sont pas toujours expliqués de la manière suffisante aux personnes qui sont concernées, et que donc, à certaines reprises, moi, je peux constater qu'il y a une espèce de climat de défiance qui s'installe entre les parents et les services de protection de la jeunesse, et qu'à certains moments, je peux me dire que c'est fondé. Si des mères protectrices se trouvent diabolisées, c'est notamment parce que les plaintes contre leur ex-conjoint conduisent le plus souvent à des non-lieux. C'est en tout cas l'avis de Souleymane Lagdim. Après avoir travaillé longtemps dans le secteur de la justice et de l'aide à la jeunesse, il est devenu le nouveau délégué général aux droits de l'enfant. Une des explications serait de dire que la justice aujourd'hui est aussi en souffrance. Pendant très longtemps, on n'a pas remplacé des magistrats qui partaient. Pendant très longtemps, les services administratifs au sein des différentes sections du parquet n'ont pas été renforcés. Et donc, on peut avoir un décalage très important entre le moment où le fait est dénoncé et le moment où on arrive à prouver que, effectivement, il y a eu des faits de mœurs. Parfois, c'est très difficile de démontrer qu'il y a eu des faits de mœurs. Et donc, il y a une zone de vide qui s'installe et qui est sujette à interprétation. Et donc, peut-être que ce serait une des explications. Nous l'avons vu, de mauvais constats de base, des incompréhensions mutuelles et des procédures qui s'enlisent peuvent conduire à des drames. Tout cela a un coût pour les familles, mais aussi pour la société. Le coût d'un placement par an par jeune, c'est 58 000 €. Alors souvent, on procède à des placements de fratrie à 2-3 enfants et ce placement dure longtemps. Il y a même des enfants qui sont placés de leurs 3 ans jusqu'à leurs 18 ans. Et donc, si on fait l'addition de tout ce que ça coûte à la collectivité, ce placement, et qu'une grosse majorité des placements aujourd'hui sont des placements pour des raisons socio-économiques, c'est-à-dire des raisons de précarité qui sont derrière, on se dit qu'il y a peut-être un changement de paradigme à faire et on voit le nombre de maisons qu'on pourrait acheter pour ces familles et un accompagnement parental de qualité qu'on pourrait mettre à disposition. Donc là, il y a peut-être une réflexion à avoir, mais c'est quasi une révolution copernicienne qu'il faudrait avoir. Aujourd'hui, les demandes de prise en charge en Fédération Wallonie-Bruxelles ont explosé. La ministre de l'Aide à la jeunesse, Valérie Glatini, veut lancer une étude pour en comprendre les raisons, pour analyser la durée du placement des enfants et cibler ce qui empêche les retours en famille. Elle devrait aussi débloquer des moyens, notamment pour des places d'accueil et pour améliorer le fonctionnement d'un secteur qui en a bien besoin. Évidemment que les choses peuvent être améliorées. Évidemment que si on avait plus de moyens, peut-être certaines choses pourraient être faites avec plus de qualité. Je pense qu'on ne peut jamais se dire qu'on dispose de tous les outils et qu'on a tous les moyens utiles pour fonctionner. Évidemment que l'on peut s'améliorer, voilà, tout au long du temps. Moi, j'ai pas de souci à entendre ça. Nos témoins auraient aimé être davantage compris et écoutés. Ils ont demandé de l'aide et celle-ci s'est souvent retournée contre eux. Au fil de nos tournages, leur situation a évolué. Alexandre a été frappé par un membre du personnel du centre où il était placé depuis 6 ans. Il a porté plainte et a pu rentrer chez ses parents. Eux qui, pourtant, avaient été déchus de leurs droits. Delphine n'a plus revu sa fille. Le SPJ de Liège a brusquement interrompu les visites sans qu'elle ait pu lui dire au revoir. Quant au pédopsychiatre qu'il avait déclaré atteinte du syndrome de Munchausen par procuration, et malgré une plainte déposée contre lui, il s'occupe toujours de la petite fille. En dépit des rapports médicaux, des violences et de ses souffrances, Arthur continue d'aller chez son père un week-end sur 2. Il n'a pas le choix. Il est suivi par un psychologue.
Pour Nathanaël, le grand jour est enfin arrivé. Ses bagages sont prêts. Il quitte l'institution après 3 ans et demi de placement. Je vous remercie pour tout quand même. Très bonne continuation à vous aussi. Il a repris ses habitudes en famille. Il a retrouvé sa chambre, ses jouets et ses animaux. Pour ce petit garçon au parcours atypique, l'intégration à l'école ne fut pas facile. Aujourd'hui, il a du mal à s'éloigner de sa maman. Je te les mettre là dans ta baby. Ah, ça fait pupite. Ah, ça fait longtemps que je t'ai plus vu. En Fédération Wallonie-Bruxelles, 3700 enfants vivent aujourd'hui en famille d'accueil. 3000 autres sont placés en institution. Même si certains n'avaient besoin que d'une aide temporaire, beaucoup y resteront jusqu'à leurs 18 ans.